Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, vous le savez, en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Tiens, on va parler de vacances aujourd'hui dans Bien dans son job. Ça fait du bien, ça fait un an que vous êtes, que nous sommes confinés. Comment faire ou partir? Et une des destinations plébiscitées par les Français, ce sont les campings, les mobil-homes. Ils se préparent. On recevra l'un des leaders européens des campings, et pas seulement d'ailleurs. Il sera avec nous dans Bien dans son job. Smart et réglo, dans un tout autre sujet. Le barème Macron des indemnités prud'homales de plus en plus souvent contournées. On en parlera avec un avocat. Pause café, Fanny Griesmer, incontournable. Le management par la sanction. Alors on a beaucoup parlé de bienveillance sur ce plateau, mais il y a aussi le management par la sanction. On fera le point avec elle. Est-ce que ça marche d'ailleurs? Elle nous expliquera tout dans quelques instants. Le cercle RH, notre débat avec un sujet central et d'ailleurs pas seulement dans l'entreprise. La négociation, elle est partout dans notre quotidien. Des trucs, des astuces pour devenir un bon négociateur. Parfois pour négocier une augmentation de salaire, ça peut servir. Ça sera dans le cercle RH dans quelques instants. Et puis pour terminer dans Fenêtre sur l'emploi, entreprendre en banlieue, c'est possible. Encouragé justement, vous le verrez, par une entreprise, Bondy Innov. Son fondateur sera avec nous à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job. Tiens, on va souffler un tout petit peu, on va commencer à voir, vous savez, les embruns, un petit air de vacances, parce que vous y pensez évidemment à ces vacances, où partir, où s'installer, où poser son camping-car, où louer sa maison, où louer son bungalow. On en parle avec Alain Calmet. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de European Camping Group. Comme son nom ne l'indique pas, vous êtes une entreprise française dont une grande partie de ces campings, de ces mobil-homes sont sur la côte atlantique, méditerranéenne. Et puis vous vous êtes élargi, j'ai vu jusqu'en Autriche. Je ne dis pas de bêtises, il y a un site en Autriche. Quelques chiffres quand même. Le camping, indépendamment de votre groupe, cartonne depuis presque 10 ans, c'est plébiscité par les Français. Oui, le camping a beaucoup rebondi depuis même 20 ans, depuis l'an 2000 environ, avec l'arrivée du mobil-home, qui a changé les paramètres de confort, qui offre un confort complet à nos clients. Et la sociologie des clients. Et les clients, du coup, de plus en plus, on rejoint ce mode de vacances avec beaucoup de confort, mais aussi un camping qui est un espace en plein air. Ça correspond aux tendances de la population. Avec le Covid, en ce moment, ça paraît une réponse logique pour avoir des vacances à la fois en grande sécurité, mais aussi plein d'animations, des centres aquatiques qui se sont merveilleusement améliorés pendant ces 20 ans. C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des resorts, des parcs de loisirs pratiquement, qui attirent de plus en plus de monde, avec des prix qui sont très larges. Il y en a pour tous les budgets. Il y a du 5 étoiles, on y reviendra, il y a du luxe. 5 étoiles, il y a du luxe, mais il y a aussi des choses beaucoup plus raisonnables. Et on peut se loger pour une famille de façon très raisonnable à n'importe quelle période de l'année. 22 millions de vacanciers sont partis en camping, dont un tiers d'étrangers. Évidemment, c'est une population intéressante. D'abord, un petit mot sur votre traversée du désert pendant cette crise Covid, parce que Home Air est un groupe leader en Europe. Vous vous développez, vous rachetez des campings, vous construisez des mobil-homes, mais ça a dû être quand même un moment difficile pour le groupe. Oui, ça a été un moment difficile. Alors, Homer, qui est la marque historique du groupe basée à Aix-en-Provence, c'est une marque qui est française. 91 en création. Voilà, c'est ça, 30 ans maintenant. Quel anniversaire. Oui. Et donc cette marque, forcément, elle vend surtout à la clientèle française, même si on a aussi beaucoup de clients internationaux. Mais le groupe s'est développé avec des rachats d'autres opérateurs en Angleterre, en Hollande, etc. Là, ça a été beaucoup plus dur parce que, en fait, la crise Covid, elle a un peu deux étapes. L'an dernier, comme cette année d'ailleurs, d'abord, on a été fermé en début de saison. Et puis ensuite, en pleine saison, là, c'est les étrangers qui sont beaucoup moins venus. Les Français étaient au rendez-vous, beaucoup. Mais, comme vous le disiez, dans notre secteur, c'est un tiers d'étrangers. Chez nous, c'est les 3/4. Donc ça a été compliqué. Vous perdez plus de la moitié de votre clientèle d'un coup qui ne peut pas prendre l'avion, qui ne se déplace plus. Moins de la moitié, heureusement, mais quand même de gros pourcentages. Le mois d'avril, on l'oublie. Enfin, je veux dire, Home Air a mis de côté le mois d'avril, parce que c'est vrai que c'est un mois d'avril très étrange. D'abord, oui, il pleut, cette année, en plus. On avait le droit d'ouvrir, mais en fait, on n'avait pas le droit de se déplacer. Donc, on est gardé nos campings fermés. Ils sont en train de rouvrir. Là, le week-end dernier, ce week-end, on en a rouvert beaucoup. On va les étager progressivement. Le but, c'est quand même vraiment de sauver la saison d'été, qui est vitale pour tout le tourisme français. Un mot quand même, elle est garantie votre saison là, parce qu'il y a un débat le 19, là, on voit les terrasses à Paris et dans les villes qui commencent à visser un peu partout leurs terrasses.
c'est garanti, il n'y a pas de souci, les Français pourront venir, les étrangers aussi. Il y a quand même pas mal d'incertitudes encore quand même. Hein. Oui, nous on est confiants, on a des protocoles sanitaires très en place. Comme je le disais, le camping c'est naturel, c'est plein air. Le mobil-home c'est un logement indépendant, autonome, on ne croise pas les gens dans les couloirs. Hein. Donc nous on est très confiants. Après, que seront les stratégies gouvernementales, on n'en sait rien. En tout cas, nous, pour prémunir et pour protéger nos clients, on a une flexibilité totale sur les conditions d'annulation, ce qui fait que les gens peuvent réserver maintenant. Ça, c'est bien. Et puis, si quelque chose change, eh ben, ils pourront toujours se rétracter. Et du coup, on voit depuis un mois maintenant en France, vraiment les ventes reprendre. Alors, on a pris un terrible retard, hein, mais les ventes reprennent vraiment très fort. Le téléphone ressonne, là, ça fait du bien. Le téléphone sonne, le site internet est très très actif. Ça fait beaucoup de bien. Quelques mots, même plusieurs, sur les salariés. Il y a beaucoup de saisonniers, évidemment. C'est quoi? C'est 37 000, c'est le bon chiffre? Il y a 37 000 personnes qui travaillent pour Home Air ou c'est le mauvais chiffre? Non, vous êtes c'est le combien? mauvais chiffre. Ouais. En pleine saison, on a à peu près 2500 salariés dans le groupe. Ça. En basse saison, c'est plutôt 500. Donc ça veut dire qu'on recrute une masse de gens. En ce moment, là. En ce moment, et en France en particulier, là, on a lancé une campagne de recrutement pour environ 1000 personnes qui seront des saisonniers sur nos sites. Alors, certains sont déjà arrivés, mais comme la saison a démarré avec retard, ce sera du travail pour démarrer en juin ou en juillet sur des métiers d'accueil, des métiers de maintenance, des métiers de nettoyage-ménage, une assez grande variété. Donc là, les saisonniers, ça veut dire que vous enclenchez les contrats pour la saison qui va démarrer mi-juin, par exemple. Vous avez un peu la main qui tremble, vous dites, mais si tout d'un coup on a une nouvelle vague, comment on fait? Il y a quand même toujours l'incertitude du chef d'entreprise qui se dit, je ne suis pas sûr, mais il faut le faire. C'est ça, à un moment il faut se jeter à l'eau. Nous on avait décidé depuis déjà un mois de rouvrir aux alentours du 15 mai, et on l'a fait, et c'était une prise de risque. Et donc on a commencé à embaucher, et on est confiant qu'il y aura des gens l'été prochain. Donc on commence maintenant à boucler les saisonniers de renfort pour la saison juillet-août. Donc là, ça avance. On dit que les États-Unis, ils ont fait tomber le masque avant tout le monde. Il y a la Chine. C'est pas une clientèle qui vient naturellement en camping, ça. C'est pas cette clientèle-là que vous visez. C'est pour ça qu'on s'appelle European Camping Group. Le camping, c'est un type d'activité qui est vraiment européen et très pan-européen. Nous, les 3/4 de nos clients sont non français. Et donc, moi, je dis souvent que notre rôle, c'est de faire venir des gens du Nord pour passer des vacances au sud. Mais ça, et bon, la France est à la fois au nord et au sud, donc en fait la France est le pays central du camping, et c'est vrai, il y a plus de camping en France que dans tout le reste de l'Europe. C'est vrai, c'est un pays du camping, même une tradition du camping. C'est une tradition. On voit ces salariés qui partaient en 36 avec la remorque. Voilà, avec le vélo et la tente. Pour poser la tente à quelques kilomètres en l'occurrence. Ça a bien changé. Hein. Il y a eu un coup dur, il y a eu ce trou d'air économique d'une manière évidente. Vous avez, j'imagine, absorbé le choc, vous en étiez capable. C'est quoi l'avenir? Parce que vous pensez à 1 an, à 2 ans, avec des développements commerciaux, avec des sites, vous allez vous développer ou pour l'instant vous avez le pied sur le frein et vous attendez? Alors, l'avenir à court terme, c'est gérer la saison 2021, qui va être une saison très difficile, comme 2020. Vous ne la rattraperez pas. À cause des étrangers en particulier. Bien sûr. On ne la rattrapera pas. Après, sur le fond, nous, on a fait des études stratégiques pendant l'hiver qui confirment que le camping reste un mode de vacances de plus en plus plébiscité. Ça correspond aux attentes des gens. Donc, on voit vraiment une croissance continue du camping au détriment d'autres types d'hébergements. Et puis, avec une offre de services très riche, des aquaparks ultra équipés avec des toboggans qui font qu'on n'est pas vraiment en concurrence avec Airbnb, en vérité, en tout cas pas dans le haut de gamme du camping. Du coup, on y croit. Et la question business, ça devient, évidemment, on a survécu avec l'aide des fameux PGE. Que vous avez utilisé ou pas? Pu utiliser, mais qu'on est censé rembourser. Alors, il va y avoir un débat avec le ministère des Finances, avec le gouvernement, parce que à peine démarré, il faut rembourser. Oui. On n'aura plus beaucoup d'argent pour investir sur les 5 prochaines années si on met tout notre cash à rembourser. Vous voulez transformer ces PGE en investissement ou en capital? C'est une proposition. C'est une proposition, ou bien étaler ces remboursements de façon plus flexible, tout simplement, comme quand on a un prêt en tant que particulier, il y a des conditions aujourd'hui flexibles. Il va falloir en tout cas trouver des moyens intelligents. Ça ira aussi par l'appui des actionnaires, bien sûr. Pour pouvoir repartir dans l'investissement après la crise. Vous avez des informations déjà, votre syndicat, votre fédération négocie déjà pied à pied? Il y a déjà des prises de contact qui ont été prises? Oui, sur le thème justement de la restructuration financière de l'ensemble du secteur, les petits acteurs comme les gros. Ouais. À bas bruit, mais ça négocie. Ça travaille déjà, ça négocie. Ça négocie. Votre idée quand même, c'est que si vous dites au gouvernement aujourd'hui, si on veut avoir des marges de développement pour racheter, pour développer, pour embaucher, on ne peut pas au même moment avoir des prêts qui nous tombent sur le nez. C'est toujours le même proverbe, c'est les investissements de demain sont les emplois d'après-demain.
Donc cette question-là est posée. J'ai envie de vous souhaiter une belle saison, parce qu'on a envie aussi tous que nous sommes de pouvoir même poser le masque. Tiens, d'ailleurs, il y aura toujours l'obligation d'avoir le masque dans les allées. C'est probable. Vous attendez, comme tout le monde, j'imagine, que le gouvernement puisse considérer que passer un seuil de vaccinés, on puisse le poser. Vous y êtes favorable, ou vous dites on va garder les mesures barrières? Je pense que nous, c'est pas notre rôle de challenger le gouvernement. Vous attendez. On a essayé, et toute la profession du camping a essayé d'être vraiment le plus sérieux possible dans la structuration de protocoles, tout en faisant les choses intelligemment pour que les gens passent de bonnes vacances. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir, Alain Calmet. Je précise quand même qu'il y a 1000 saisonniers qui sont en cours d'embauche, donc allez jeter un œil, il y a un onglet Home Air Recrutement, et puis il y a quand même 350 embauches en CDI. C'est pas rien, c'est un univers sympa, le camping. On travaille beaucoup, ayant vécu. Oui, c'est dur, c'est pas les vacances. Voilà, ayant vécu étudiant des activités dans des campings, c'est très sympa, mais on revient un peu fatigué. Mais c'est très exaltant. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président du groupe European Camping Group. Merci d'avoir fait un détour par Paris. La suite, c'est Smart et Réglo. Tiens, ça concerne un chef d'entreprise. Ce sont les barèmes Macron. Bah oui, ce sont les règles prud'homales. Vous vous rappelez, c'était les barèmes prud'homaux fixés par Emmanuel Macron. Eh ben, ça se passe pas toujours très bien, et certains magistrats ont décidé de ne pas toujours respecter ces barèmes. On en parle, c'est notre rubrique Smart et Réglo. Smart et Réglo, avec un avocat, Guillaume de Saint-Cernin. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Avocat, moi ça va très bien, à part que mon oreillette est en train de tomber, je vais la remettre d'ailleurs en direct. Avocat en droit social au cabinet BG2V. On parle des barèmes Macron. Alors à l'époque, c'était en 2017, il était ministre de l'économie, il est devenu ensuite président, mais déjà il avait l'idée, pour fluidifier le marché du travail, pour le dire simplement, de barémiser. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas ces barèmes? On les contourne? Certains, j'ai vu que là récemment à Paris, contournaient les règles. Expliquez-nous. Alors d'abord, effectivement, vous avez raison Arnaud, ce barème Macron est rentré en vigueur en 2017 et il a pour vocation de fixer des montants maximum de dommages et intérêts lorsqu'un juge considérerait qu'un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. Licenciement abusif, je ne l'ai pas précisé. Exactement. Donc oui, ça a marché, ça permet une prévisibilité pour les employeurs, puisque au moment du recrutement ou d'une prise de décision, ils connaissent leur risque maximal en cas de contentieux, mais on voit effectivement certaines décisions de jurisprudence, d'abord des conseillers prud'hommes, puis tout récemment la Cour d'appel de Paris, c'est pas rien, qui ont écarté ce barème Macron. Voilà. Pour quel motif? Au profit du salarié? Exactement, en considérant que ce barème Macron ne permettait pas, dans tous les cas, une réparation adéquate et proportionnée du préjudice subi. Et donc, ils se sont fondés sur des dispositions de droit international pour écarter ce barème Macron. C'est légal, c'est possible? Est-ce qu'un juge peut librement mettre de côté le barème? Bien sûr, il le peut parce qu'il se fonde sur la Convention de l'OIT, Organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne. Donc oui, ils peuvent, s'ils considèrent que cette réparation n'est pas appropriée, écarter le barème Macron. Sur la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2021, c'est intéressant, on a doublé les barèmes d'indemnisation. Exactement. Enfin, vous, les avocats, j'imagine que vous avez observé assez attentivement cet arrêt. Il va faire jurisprudence. Alors, on attend une décision de la Cour de cassation, pas sur cet arrêt-là, mais sur un autre arrêt de la Cour d'appel de Reims, qui avait lui aussi écarté le barème Macron. Et donc, on attend cette position définitive, en tout cas une position claire de la Cour de cassation, puisqu'elle s'est déjà prononcée en 2019, mais dans le cadre d'avis. Ce n'était pas rendu sur une affaire précise, mais elle avait considéré néanmoins en 2019 que ce barème était valable et qu'il devait être appliqué. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche à ces barèmes Macron? Après tout, ils avaient été fixés, calculés au trébuchet pour essayer de répondre à... Pourquoi on les contourne? Ils ne marchent pas, ces barèmes, finalement. C'est ce que vous nous dites. Ils marchent. Mais on les contourne, les juges les contournent dans certaines situations, lorsqu'ils considèrent, et inciter en cela par les avocats des salariés, lorsqu'ils considèrent que l'indemnisation accordée à tel ou tel salarié, en fonction du barème Macron, n'est pas suffisante. L'exemple de la Cour d'appel de Paris, c'était une dame de 53 ans, qui avait 56 ans quand son affaire est passée devant la Cour d'appel de Paris. Exactement, 3 ans après. Et les juges ont considéré que l'indemnisation du barème Macron n'était pas suffisante et appropriée. On précise que c'est dans le cadre d'une affaire pour cette dame de 53 ans jugée, enfin passant devant les juges à 56 ans, dans le cadre où l'entreprise s'est séparée d'elle et qui a un recours du salarié considérant qu'il a été licencié abusivement. Absolument, exactement. Et en sortie de jugement, cette femme est réintégrée? Comment ça se passe? Non, puisque l'indemnisation,
c'est lorsqu'il n'y a pas de réintégration. C'est ça, donc Exactement. on a validé son licenciement, mais on a négocié le montant de départ. Le licenciement est considéré comme étant abusif, donc, mais il n'y a pas de réintégration pour autant. Il y a une indemnisation par des dommages et intérêts. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que spontanément, on pourrait croire que dès lors que le juge double le barème, il peut aussi offrir la possibilité aux salariés et demander à l'entreprise la réintégration. Pas dans ce cas-là. Dès lors que l'une des deux parties refuse la réintégration, elle ne peut pas être ordonnée par le juge, sauf cas précis de nullité du licenciement. Mais là, c'est un autre débat. Alors, Guillaume de Saint-Cernin, avant de nous quitter, c'est pas pour faire de la politique, mais la politique est partout. Il y a quoi? Les juges se cabrent à l'égard d'un barème qui finalement limite leur marge de manœuvre. Ça dit ça aussi quand même. Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce qui avait été, les principales critiques qui étaient sorties au moment du barème Macron, c'est que le juge, dans une certaine vision du barème, perdent leur degré d'appréciation du préjudice. Donc c'est le débat d'ailleurs qui est posé d'une manière générale aujourd'hui par les juges, au-delà des juges prud'homaux qui considèrent que le code de procédure pénale est une gangue et qui leur fait perdre de la légitimité. Donc vous l'avocat, parce que c'est intéressant d'avoir l'expertise d'un avocat, utile ou pas utile ce barème? Il permet quand même de fluidifier ou pas? Oui, d'abord il a deux mérites principaux. Le premier, c'est qu'il permet une prévisibilité. Et nous, ça, au cabinet, côté entreprise. Au cabinet, on conseille beaucoup de clients qui sont étrangers, des anglo-saxons. Oui. Et le fait de pouvoir leur dire, si ça se passe mal, voilà combien ça peut coûter au maximum, ça leur permet quand même d'avoir cette prévisibilité et donc d'inciter à se développer en France. L'autre sujet, c'est qu'en ayant un montant maximum, on facilite le recours aux transactions après des licenciements, puisqu'on sait en principe quel est le risque maximum, donc on a plus de facilité à négocier des accords, des transactions. En tout cas, ça fixe un cadre maximal dans lequel il va être possible entre les deux avocats, parce qu'en général, ce sont les deux avocats, de pouvoir se mettre d'accord. Ça donne un cadre. Alors qu'avant, c'était un petit peu open bar. C'était une logique inverse. Ouais. Il y avait un minimum, mais pas de maximum. Donc on mettait le maximum pour essayer d'avoir un tout petit peu, parfois. Donc on avait des condamnations qui pouvaient aller à des montants... très aléatoires en fonction des régions prud'homales. Merci Guillaume de nous avoir éclairé. En tout cas, vous, on l'entend, vous soutenez, entre guillemets, ces barèmes Macron qui sont utiles à ceux qui travaillent le droit. Absolument. Merci d'être venu, avocat en droit social, cabinet BG2V. Vous reviendrez, j'en suis sûr, avant les vacances peut-être. La suite, c'est Fanny Griesmer. Alors là, on change de sujet, c'est pas les barèmes Macron, mais c'est le management. On en parle beaucoup sur ce plateau, on parle beaucoup du management bienveillant. Fanny Griesmer, un petit pas de côté aujourd'hui, elle en a l'habitude, elle nous parle du management par la sanction. Qu'est-ce que c'est? On voit à peu près ce que c'est, on l'accueille. Alors là, aujourd'hui, vous allez nous doucher à la pause café, parce que c'est le moment où on se détend. Eh ben non. Non, ça Fanny Griesmer, pas de détente en vue, a priori. Décide aujourd'hui de nous parler du management par la sanction. On parle que de bienveillance sur ce plateau, on essaie de s'ouvrir vers nos nouvelles formes de management. Non, vous nous dites, il y a encore le management par la sanction, et ça existe. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que le management par la sanction fait partie d'un autre temps. Eh bien, pas du tout. Elle serait beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. C'est en tout cas ce qu'avancent deux chercheurs à la Rennes School of Business. Et pour eux, il est grand temps de briser ce tabou. C'est un petit peu managé avec le bâton, d'ailleurs plus que la carotte, une certaine façon de voir le management. Management qui, entre nous, n'avait rien de surprenant au début du siècle, notamment au siècle dernier, bien sûr, notamment dans les ateliers, les usines, où les contremaîtres supervisent, contrôlent le travail des ouvriers afin de s'assurer effectivement que les tâches soient réalisées correctement et avec productivité. Mais ça, c'est le 19e ou le 20e, Fanny? Début 20e siècle. Début 20e. Même avant au niveau de la révolution industrielle. Oui. Alors c'est vrai que vous le disiez, aujourd'hui, l'heure est à la collaboration avec la co-construction, la coopération. Il faut donc faire avec si possible des collaborateurs compétents et motivés dans l'idéal. Bienveillance, écoute, engagement collaborateur, leadership humain, bien-être au travail. La vision actuelle du management renvoie la punition à une vision plutôt archaïque, un modèle archaïque, contre-productif et source de turnover qui peut être très déstabilisant pour une entreprise. Mais alors, au-delà de ce que vous nous racontiez, qui était de la préhistoire, les ateliers quasiment. de la fin du 19e, ça fonctionne toujours.
toujours le management par la Eh sanction? bien, figurez-vous que oui, effectivement. Hein. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde fin avril, Petya Puncheva et Marco Michelotti, qui sont 2 chercheurs en gestion et en ressources humaines à la Rennes School of Business, brisent l'omerta dont la sanction au travail fait aujourd'hui l'objet. Alors, c'est vrai que on a tendance à penser que la punition n'est pas efficace. Et c'est pour ça qu'elle n'entrerait plus dans le système de management actuel. Débat éducatif d'ailleurs. Notamment, effectivement, vous avez bien raison. Hein. Or, selon ces 2 chercheurs en gestion, la productivité des salariés n'est pas seulement augmentée par des incitations positifs, des discours mobilisateurs ou des primes. Non, la punition et surtout la menace de la punition serait tout aussi efficace. Un propos argumenté recherche à l'appui, bien sûr. Ils ont ainsi compilé plus de 150 études expérimentales, théoriques et de terrain dans des firmes aussi bien européennes, chinoises qu'américaines. L'une d'entre elles, par exemple, menée dans les lycées aux États-Unis, montre que les résultats des élèves à des tests de mathématiques s'améliorent dès lors que leurs professeurs sont menacés de rendre une partie de leur salaire si les résultats affichent une mauvaise performance. C'est assez incroyable. Une autre étude menée, elle, dans une entreprise chinoise spécialisée dans l'électronique grand public montre que la menace faite aux employés de ne pas percevoir en totalité leurs avantages financiers en cas de non-respect des objectifs fixés aurait permis une hausse sensible de la productivité. Donc la punition et la menace fonctionneraient. Alors en France, rassurez-vous, non. En revanche, la sanction peut prendre d'autres formes. Par exemple, le recours à des contrats très courts sur un volume d'heures assez limité, un contrat non renouvelé ni amplifié si le travail ne satisfait pas et si le salarié, bien sûr, ne démontre pas toute sa motivation. La menace peut aussi porter sur d'autres variables, par exemple le shift horaire, le type de poste, le type de tâches attribuées, laissant ainsi le plus agréable, le plus gratifiant aux meilleurs éléments. Là aussi, ça peut fonctionner. La récompense, là, c'est la récompense. La gratification. La gratification, effectivement. Alors, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner partout. Les 2 chercheurs estiment que ce sont dans certaines régions où, par exemple, le marché du travail est particulièrement tendu. Et finalement, les salariés sont considérés comme interchangeables. Il y a aussi les régions où les salariés sont peu qualifiés, peu mobiles ou âgés. Dans les 2 cas, le management par la sanction peut être pratiqué de manière efficace sans craindre le risque de subir un turnover trop important. Sans perdre les talents. Ça, c'est exactement ça. La question, c'est quand même, c'est une pratique qui reste un peu dans l'ombre. Totalement. Les managers s'en vantent pas de ça. Alors pourquoi ? Déjà, d'une part, on ne s'en vante pas et on peut l'opérer sans craindre le risque et en tout cas courir le risque d'être inquiété. La faute, selon nos 2 chercheurs, au nombre très limité d'inspecteurs du travail. Finalement, les employeurs courent assez peu de risques à transgresser les règles et les pratiques restent exclues du débat public. Mais ils vont encore plus loin, ces chercheurs. Oui. Alors en fait, d'une part, ils pointent du doigt le rôle du comité social et économique au sein des entreprises, une instance qui est censée représenter les employés, mais qui n'a qu'une voix que consultative. Exact. Donc elle ne peut en aucun cas s'opposer ou en tout cas empêcher la direction d'une entreprise d'utiliser la menace pour motiver ses salariés. Et c'est vrai que si Petya Puncheva et Marco Michelotti dénoncent effectivement le manque de pouvoir des représentants du personnel, ils remettent aussi en cause les conséquences même d'un licenciement jugé abusif. On vient d'en parler. C'est vrai que dans la majorité des pays européens, l'entreprise se voit dans l'obligation de réintégrer le salarié concerné au sein de son équipe, alors qu'en France, l'employeur se voit contraint d'allouer des dommages et intérêts. On l'a évoqué dans Smart et Réglo il y a une seconde. Effectivement, voilà. Principe qui, selon ces 2 chercheurs, change le rapport de force entre employeurs et employés et empêche les entreprises finalement de se séparer de leurs salariés jugés moins productifs au risque de devoir signer un chèque. Ce qui peut être effectivement réintégrer le salarié. Et sans réintégrer le salarié. Finalement, ces relations de domination encourageraient finalement la gestion punitive d'un personnel, mais aussi sa vulnérabilité. Et c'est vrai que pour ces 2 chercheurs, ce tabou doit être brisé. Tabou. Donc, il le dénonce, Fanny. Il dénonce totalement ce tabou. D'accord, en fait, finalement, on fait un petit peu l'autruche, voilà, alors que ça existe réellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement les services RH qui minimisent le recours à de telles pratiques, quand d'autre part, il y a ces experts en management qui effectivement prônent ce management par la bienveillance,
sans finalement mettre au sein de leur discussion ce souci du management par la sanction. Et justement, ils disent qu'il est inefficace, donc on n'a pas à en parler puisqu'il n'est pas utilisé, ce qui est totalement faux pour les deux chercheurs. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, elle n'est pas simple, je vous l'annonce tout de suite. En 45 secondes en Alors, plus. pour effectivement casser ces relations de domination et les dégâts humains qu'ils produisent, les deux chercheurs préconisent, au-delà de la prise de conscience, une politique de croissance volontariste. En d'autres termes, stimuler la croissance pour faire chuter le chômage. Autant dire essayer de trouver le plein emploi, parce que finalement, en période de plein emploi, si vous cherchez un job ailleurs, celui que vous avez ne vous convient pas, c'est assez simple. C'est très donc macroéconomique. Exactement, la pression managériale s'allège naturellement et les entreprises trouvent d'autres moyens de motiver leurs salariés, notamment par peut-être plus la carotte et un management bienveillant. La carotte, pas simple, plein emploi. Et pas le bâton, parce qu'en fait la question est posée autour de la peur du gendarme en fait. Et c'est vrai qu'il y a un vrai débat autour de la sanction est-elle efficace, qui à mon sens c'était pas le bon moyen pour motiver, visiblement si. C'est un débat de société qui est posé d'ailleurs aujourd'hui sur tous les pans éducatifs autour des questions de sécurité. Et on voit que l'éducation, même au sein de l'éducation nationale, avec la punition, a totalement plus de punition, revu le sujet. Plus de coups de règle sur les doigts. Mais pas de lignes ou des verbes à conjuguer non plus. Voilà, de la bienveillance, mais effectivement pas de verbe à conjuguer. Oui. Tiens, on fait une petite pause Fanny, parce qu'évidemment il faut digérer tout ça. On se dit, tiens, dans le monde merveilleux, il y a aussi évidemment des managers qui sanctionnent et des stratégies de sanctions. On va en parler, d'ailleurs, avec nos experts. Ça, c'est le cercle RH, on va parler de la négociation. Ça peut peut-être vous aider si vous avez un manager un peu dur, avec lequel il est dur de négocier, avec quelques techniques, des astuces. Ça veut dire quoi négocier? On va en parler avec des experts, vous allez le voir, dans des domaines assez différents, mais très complémentaires. Négocier, ça veut dire quoi? On en parle dans quelques instants. C'est notre débat après cette courte pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, très heureux d'être avec vous, évidemment. On va parler de la négociation. Alors, la négociation avec qui? Avec votre femme le matin pour essayer de voir comment on organise la journée. La négociation avec son manager. La négociation avec son garagiste, parce que les horaires ne correspondent pas exactement à la récupération du véhicule. Vous l'aurez compris, on parle de négociation évidemment spontanément commerciale, puisqu'on essaie de vendre un produit. Mais la négociation est partout. Elle est dans notre quotidien du matin au soir, dans nos vies quotidiennes. On en parle avec des spécialistes qui vont essayer de nous donner peut-être des trucs, des astuces, des manières d'être, de faire, ou de ne pas faire, évidemment, parce que parfois on commet quelques erreurs quand on négocie. On en parle avec Jean-Édouard Grézy. Bonjour Jean-Édouard. Bonjour. Alors, que des invités qui sont déjà venus sur ce plateau, qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez aimé l'endroit. Anthropologue, fondateur associé du cabinet Alter Négo. Et puis, je ne l'ai pas sur ma fiche, mais je l'ai lu, ce livre, votre dernier livre, qui traite de la négociation. Rappelez-nous le titre. 7 négociations qui ont fait l'histoire. Absolument. C'est une petite tranche d'histoire à travers des personnages que vous connaissez, jusqu'à Michel Rocard, les accords de Calédonie, sur la manière dont ils ont négocié, comment ils ont négocié. Merci d'être là. Aurélien Esposito, merci d'être là, de revenir. Associé de Talent Management, c'est écrit sur votre petit, comment on appelle ça, un Teddy, sur votre Teddy, et cofondateur de la Négociation Academy. La négociation, vous en faites un art, une technique, on en parlera avec vous. Jean-Pascal Mollet, merci de revenir. On s'était beaucoup amusé, ça avait été très vu sur LinkedIn avec vos profils de couleurs. C'est vrai. Vous m'aviez rangé chez les jaunes, je crois, de mémoire. Eh oui. C'est ça, hein. Jaune, c'était quoi déjà? Jaune, c'est Arnaud, mais non, c'est les gens qui sont expansifs, enthousiastes, communicatifs, démonstratifs. C'est moi. Voilà. Tonique. Tonique, c'est ça, sur les jambes. Coach, vente, conseil. Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Vous faites des conférences, vous avez une palette autour de ces questions qui est importante. Juste un petit morceau d'histoire. On commence par l'histoire. Bien sûr. Jean-Édouard Grézy, vous avez décidé de partir très loin dans votre livre. On avait parlé d'anthropologie. La négociation, elle démarquant au moment de la préhistoire, quand il faut arracher un morceau de viande sur un os et que j'aurai la meilleure part et que l'autre aura le plus mauvais morceau? Oui, si on définit la négociation comme un système de décision conjointe, tout simplement, dès qu'il faut tomber d'accord, dès que l'humain apparaît sur Terre, il est obligé de négocier. Et c'est vrai que quand on pose cette question que vous avez posée en introduction, depuis la sonnerie du réveil matin jusqu'au réglage du réveil matin le soir, quel est le pourcentage de décisions que l'on peut prendre seul sans l'accord de personne? Il est très faible. Alors évidemment, ça dépend de votre environnement perso et pro. Si vous êtes célibataire et que vous travaillez isolé sur un projet, vous négociez moins que celui qui a une famille nombreuse ou qui travaille sur des projets transverses. L'éducatif, c'est la négociation. Tout le temps, pour faire accepter un projet, une idée.
Mais c'est vrai que souvent, les gens considèrent à tort que c'est associé à une pratique professionnelle liée au commercial, au RH. Trop spontanément. Ce qui est vrai d'une certaine partie, mais ça touche tout le monde, évidemment. Juste un mot, c'est pas pour faire de la psychanalyse là où il ne faut pas en faire, mais quand on est une bonne mère ou un bon père, on est un bon négociateur. C'est-à-dire quand on arrive à bien négocier avec ses enfants, on est ensuite un très bon négociateur au travail, où il y a vraiment ces deux parties très différentes de l'être. On peut. Je pense que c'est plus difficile avec ses proches parce qu'il y a une dimension émotionnelle qui est beaucoup plus forte, Voilà. Et puis qui nous connaissent bien, qui savent appuyer sur le hot button, et puis qui a parfois une charge mentale le soir quand on rentre à la maison. Et finalement, les négociations les plus difficiles sont celles qu'on ne considère pas comme des négociations. C'est-à-dire, je suis avec un enfant, je dis tu vas t'habiller comme ça, et il dit non. Je dis, j'ai pas le temps là donc tu t'habilles comme ça. Alors que 2 heures avant, vous aviez négocié un très gros contrat qui avait fait gagner beaucoup d'argent à votre entreprise, mais vous n'arrivez pas à habiller votre fille parce qu'elle ne veut pas mettre la robe rouge, mais la robe verte. C'est ça. Et ça, c'est terrible, ça. C'est ça. Non, mais c'est très intéressant ce rapport à la psychologie. Quelle définition vous mettez au mot négociation, vous qui avez créé cette académie de négociation, parce que vous le dites même, on va jusqu'au RAID, puisqu'on parle de la négo de salaire, commercial, et puis on va jusqu'à la négo avec un preneur d'otages qui a 3 personnes, qui veut les tuer, et puis au bout du fil, il faut négocier. Là, c'est vraiment un mot qu'on utilise. C'est quoi le mot négociation pour vous ? Alors nous, on le base sur l'échange. Pour aller juste un petit peu après dans l'histoire, on demande souvent aux gens quel est le plus vieux métier du monde. Peu importe, de toute façon, il fallait négocier aussi. Donc du coup, vous démarrez comme ça. on se dit aussi que c'est inhérent. C'est journaliste, non, comme on a pu le dire. Et du coup, à la négociation académie, on n'a pas vraiment de définition à proprement dit. Par contre, on part du principe qu'on libère un otage, qu'on demande de mettre une robe, il y a une méthode pour arriver aux choses, et donc du coup, il faut l'appliquer et il faut l'organiser. Et c'est pas forcément moins difficile si on a les méthodes, c'est juste une histoire d'organisation et de technique. Mais Jean-Paul Mollet, vous faites des conférences. Jean-Pascal. Pourquoi Jean-Paul JP. Vous faites des conférences. Vous avez été aussi un acteur de la négociation commerciale. Vous avez fait de la négociation. Il y a des moments dans votre vie professionnelle où vous vous êtes dit, waouh, face à moi, un peu comme quand on joue au tennis et qu'on a un adversaire et qu'on le respecte, on se dit, lui, il est vraiment très fort. Vous vous êtes dit à un moment donné ça, et très fort, pourquoi d'ailleurs ? Alors comme le disait Aurélien, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a des méthodes, et tout compte fait, au mieux on est préparé et au plus on connaît ces règles, au mieux ça fonctionne. Quand on connaît les règles des acheteurs et à quoi ils fonctionnent, notamment dans la grande distribution, parce que c'est vrai qu'on est confronté face à des gens qui sont très armés. Une fois qu'on a repéré les méthodes... Très dur. Disons qu'ils ont aussi des méthodes. Donc forcément, quand on sait les détecter, on dit ça y est, c'est un jeu, j'ai compris comment y jouer. C'est un petit peu comme aux échecs, c'est-à-dire que quand on connaît tous les coups, c'est plus facile que quand on ne les connaît pas. Non mais Jean-Pascal, juste d'un mot, parce que la grande distrib, c'est au mois de février, c'est la saisonnalité, c'est-à-dire que les acheteurs de la grande distrib mettent par terre des types en face qui sont des industriels, qui sont des agriculteurs, et régulièrement au mois de mars, il y a du purin déposé devant les préfectures, parce que la négo s'est mal passée. Je dirais c'est le mauvais côté de la négo, ça. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très animal, de très guerrier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Enfin, il y a quelque chose de très viril dans tout ça. On parlait d'histoire tout à l'heure, il faut quand même se rappeler que ça vient négocier vient du latin negotior, qui veut dire faire des affaires. Donc on est là pour faire des affaires, on est là quand même dans un rapport de gagnant-gagnant. Et c'est vrai que si on en face... Ou perdant, si je peux me permettre. Oui, mais il faut être dans cette optique-là quand même. C'est-à-dire qu'on est là tous les deux pour gagner. Et donc c'est pour ça qu'au mieux on est préparé, au mieux ça fonctionne. Vous êtes d'accord ? Enfin, il y a quand même dans cette notion, au-delà de l'aspect un peu humoristique, mais réel de la robe de notre fille ou du jeans de notre garçon, il y a quand même un côté comme ça, un peu guerrier dans la négociation. Il y a un bras de fer. Classiquement, on distingue 2 approches. L'approche dite intégrative, qui est l'approche de négociation partenariale, où je considère que je dois établir une relation de long terme tout en maximisant la création de valeur avec mon partenaire. Et l'approche dite distributive, où je considère qu'il y a un gagnant et il y a un perdant, et je vais utiliser toutes les tactiques possible pour créer le plus de dégâts dans les lignes adverses. Et c'est vrai que la grande distribution, alors ça a évolué, parce que là on parle de l'alimentaire, par exemple, dans d'autres secteurs c'est différent. Quand il faut arriver à créer de la valeur sur du long terme, on est obligé de changer un peu de braquet, parce que c'est détruire de la valeur à la table des négociations, avoir la culture préalable du rapport de force n'est pas durable ni sain. Mais Aurélien, il y a quelqu'un qui a reçu pour ces vendeurs, acheteurs de la grande distrib, ils sont allés dans un bureau, ils ont été embauchés. On leur a donné le cahier des charges, on leur a donné des règles, ils ont été embauchés par une entreprise, ils ont un bureau, un ordinateur, un casque, ils ont un cahier des charges. Donc on leur apprend des choses, on leur
on leur inocule ça. C'est inné ou c'est pas inné ça? C'est on leur dit écoute, voilà Coco, là à la fin de l'année, il faut que tu ramènes plus 20. Il n'y a pas photo, sinon tu n'auras pas ta prime. Parce que globalement, on parlait de la sanction tout à l'heure, il y a un peu de ça. C'est inné ou on leur donne une méthodo, puisque vous évoquiez une méthodo? Pour revenir sur l'animalité, moi j'aime beaucoup cette notion. Il y a un test qui a été fait sur des personnes qui ont fait beaucoup de milieu carcéral. Et en sortant, ils avaient des compétences exacerbées en négociation parce qu'ils avaient développé une animalité hyper forte et une survie, presque on peut parler de survie. Donc je pense qu'il y a une part effectivement de quotient personnel. Par contre, effectivement, il y a des méthodes qui permettent à tous, et là c'est pour rassurer aussi, c'est de se dire apprenez, la négo ça s'apprend, c'est pas inné, on n'est pas bon naturellement. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Une systémique peut-être. Nous, on a développé une méthode qui s'appelle OPEX. Chez nous, c'est une organisation. OPEX? OPEX. Comme les OPEX militaires. Exactement, le rapport à tout ce qu'on a pu prendre chez nos amis négociateurs d'élite. C'est en fait, c'est un schéma de fonctionnement. Observation, préparation, échange, retour d'expérience. Et en fait, déjà d'avoir ce schéma-là en tête, eh ben, on se met à négocier avec une systémique, on n'est plus dans l'instinctif, et du coup, ça évite déjà pas mal d'erreurs et d'oublier des étapes. Au téléphone, c'est pas possible. Quand on est en Si. Si, c'est possible. Si. Non, mais dites-nous. Ah bah oui. Ah bah oui, bah pour vous, c'est évident. En visio alors? Observation, c'est stalker la personne avec qui on va échanger. On la comprend, on la connaît, on l'a regardée, on sait, on a pris les infos. Préparer. Donc on a fait un petit backup avant, on sait que voilà. Backup avant. D'accord. Préparer, c'est classifier ces infos-là. Qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qui va nous servir ou qu'est-ce qui va pas nous servir. Ces deux parties-là représentent 70% de la négociation. Après, il y a 20% dans l'échange. On prend le téléphone. Qu'est-ce qu'on se dit? Ok, oui, non, gagnant-gagnant, on y arrive, on essaie de trouver. Voilà. Et après, on raccroche le téléphone, retour d'expérience, on regarde ce qu'on a fait. Sur le terrain, Jean-Pascal, ça se passe comme ça? C'est-à-dire que là on glisse doucement vers le commercial, il est en voiture, il a le temps de faire ça, de stalker, de faire sa petite fiche avant, de se dire tiens, le cafetier, là, je sais qu'il aime ça, je vais lui amener ça. Enfin, tout ça, ce sont des éléments de la négo? Alors, malheureusement, dans la vraie vie, les commerciaux oublient de préparer ou disent ça y est, je connais mon job. Alors que c'est la phase la plus importante. J'aime bien l'oublier. Voilà. Vous qui les formez, apprenez à préparer. Bah ouais. C'est-à-dire que je sais déjà où je vais, comment je vais y aller, sur quoi je peux négocier, qu'est-ce que je vais demander. Et donc tout ça, ça s'anticipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver là comme ça. On peut pas. Non, Donc, c'est pas là où on a les meilleurs résultats. Vous formez les commerciaux, il faut quand même préciser que vous les formez toutes les formes, en visio, en distance, en présentiel. Ça, c'est une des leçons que vous leur dites. Ne vous asseyez pas sur vos acquis en pensant connaître. Il faut toujours... c'est ça la négociation, c'est bien connaître l'adversaire qu'on a en face, ou le partenaire. Dans les négos de haut niveau, parce qu'on négocie parfois le rachat d'une entreprise, parfois un État rencontre un autre État. Et c'est un peu ce que vous racontez aussi avec les rois, avec ces parties de notre histoire importante. Là aussi, il faut préparer un peu le profil. Moi, je me rappelle la scène du camp des draps d'or. Enfin, je ne sais pas si vous le citez dans votre livre, mais c'est Henri VIII et François Ier. Et puis, François Ier est plus grand qu'Henri VIII. Et à un moment donné, le matin, très tôt, ils vont faire leurs besoins, faire pipi. Et ils se battent. Et c'est François Ier qui va renverser Henri VIII et le faire tomber. Il y a un rapport comme ça physique entre les deux. Et ils sont en train de négocier un territoire. C'est pas rien. Bien sûr. Ça se joue comment, cette négo? On essaie de savoir qui est l'autre aussi à ce haut niveau-là? Oui, complètement. D'ailleurs, Louis XI est assez exceptionnel de ce point de vue-là. Il a créé la Poste en France, à la fois pour accélérer les communications au sein du royaume, mais aussi pour espionner tous ses ennemis. Et il faisait ouvrir tous les plis et il avait toujours un coup d'avance dans ses négociations. Il était hyper informé, c'est lui qui a inventé plus ou moins le renseignement intérieur. Donc attendez, c'est intéressant l'idée que vous soulevez, parce que c'est-à-dire que quand on a des cartes dans sa manche qui ne sont pas très légales et qu'on fait un peu d'espionnage, puisque c'est de ça dont il est question, quand on arrive en négo au plus haut niveau, on est armé. Bien sûr. On a le petit dossier qui va bien et on sort la note qui dit tel jour à telle heure. Ça se fait pas ça dans le commercial? Si, il y a des coups bas comme ça? Non, mais dans tous les métiers ça se fait, la politique superstar. Mais là, on touche du doigt des domaines où on négocie, mais je vous repose la question, qu'est-ce qui fait, Jean-Pascal, que vous dites, ou que vous ne l'êtes pas dit d'ailleurs, lui, c'est un sacré négociateur? C'est quoi? C'est la tchatch, c'est le charisme, c'est le silence, c'est l'énergie. C'est quoi quelqu'un dont vous dites, ou vous vous êtes dit, lui, franchement, c'est un costaud? On peut voir un bon négociateur à la façon dont il a préparé le rendez-vous. C'est-à-dire que toutes les informations qu'il peut avoir en amont, son plancher, sa cible, son plafond, qu'est-ce qui s'est défini, qu'est-ce qu'il va demander, il s'est déjà préparé à cette notion de concession et de contrepartie qui peut être importante dans une négociation commerciale. L'aspect financier? Oui, alors pas que, parce que souvent on parle de prix, mais les délais de règlement, les volumes, tout ça peuvent être aussi des leviers, bien sûr. Et auxquels on ne pense pas toujours d'ailleurs. Donc voilà, quand on voit quelqu'un bien préparé, on se dit déjà,
Non, déjà, Il faut être vigilant. moi j'entends dans ce que vous me dites, en tout cas, c'est que le conseil, c'est d'avoir une préparation à la négociation méticuleuse. Vous êtes d'accord? Oui. Qu'on soit dans le participatif ou qu'on soit dans le combat. Après, moi, je dirais aussi, il y a une dimension âme d'enfant, conserver son âme d'enfant. Parce qu'on dit souvent des meilleurs revient aux commerciaux. enfants, vous voyez. Ben oui, parce qu'on dit souvent des meilleurs commerciaux sont des sales gosses. Et parce qu'ils négocient tout. Et un enfant, c'est un peu comme ceux qui sont en prison, il est dans un rapport de. Enfin, en ce moment, beaucoup ont été confinés, mais le rapport est un petit peu tendancieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans un rapport de force défavorable au départ par rapport à ses parents, et du coup, il compense par une agilité. Et l'état d'esprit du négociateur, nous, on l'a résumé en trois postures. C'est la curiosité. C'est-à-dire, dès que ça bloque, je peux accepter un refus, mais jamais sans comprendre pourquoi. Et donc, il faut vraiment aller questionner. Et on sait qu'un enfant, ça pose plus de 70 questions par jour à 5 ans. Puis après, ça diminue avec le temps de manière catastrophique. La créativité, c'est-à-dire sortir des idées nouvelles pour créer de la valeur face à un refus, rebondir, etc. Exact. Et la ténacité, c'est-à-dire ne pas lâcher. On lâche pas. Et on sait que la ténacité, c'est plus important que le QI pour réussir dans la vie. Et vous parlez de négociation par téléphone, par exemple, se taper des refus et rebondir, repartir, recommencer, ne rien lâcher, c'est vraiment hyper important. Et on voit notamment à travers l'histoire que vous avez des gens d'une opiniâtreté. Catherine de Médicis, elle a géré 8 guerres de religion, elle n'a jamais lâché, elle a fini par négocier sur un brancard. C'est incroyable. C'est des gens d'une force incroyable. Il y a peu de commerciaux qui négocient sur les brancards. Hein. J'espère, oui. Ouais, vous êtes d'accord? Ceux qui vendent peut-être des brancards, mais sinon. Des brancards, ouais, celui qui teste le brancard. Pour le tester devant le client, mais sinon. Ouais. Mais c'est assez intéressant quand même le rapport entre diplômé, j'ai des très gros diplômes, j'ai fait les plus belles études. C'est pas pour autant quelqu'un qui saura bien vendre ses produits, bien les placer. Vous êtes d'accord avec ça? S'il n'y a pas d'adéquation directe entre j'ai fait la plus belle école et je suis un bon négociateur ou un bon vendeur, c'est pas vrai. On voit des vendeurs qui n'ont pas de diplôme. En plus, il y a peu d'écoles où on apprend bien la vente et bien la négociation. Il y a des écoles quand même, Jean-Pascal? Ouais. Il y a des écoles de vente? Oui, alors il y a des écoles de vente, hein, mais il y a des BTS Force de vente, il y a des écoles de vente de la Chambre de commerce, etc. Négocia par exemple, ou Redis Business School, ou voilà, il y a quand même des écoles où on apprend la vente. Mais pas tant que ça. Et les écoles de commerce, on n'apprend pas la vente. En fait. Non, on n'apprend pas la vente dans les écoles de commerce. Et d'ailleurs, même un peu le management est assez négligé dans les écoles de commerce. Enfin, on se demande ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Mais c'est vrai, vous êtes d'accord. Vente, il n'y en a pas. Management, bof, c'est pas une matière noble. Les RH, bof. Il y a beaucoup de marketing, Finance. communication. Vous êtes d'accord? Mais il n'y a pas d'école de négo. Bah vous l'avez créé. Mais excusez-moi. C'est quand même. Ouais. C'est une matière. Un élève, un adulte, ce sont des adultes évidemment, il pousse la Pour porte, il est envoyé par son entreprise ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est quoi ses premiers mots? Je suis mauvais négociateur, j'aimerais apprendre à négocier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Je pense qu'on l'a tous rencontré aussi. J'ai peur de négocier. J'ai peur. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec la négociation parce que faut pas Avec oublier l'argent, que, donc. Alors par extension avec l'argent, mais Souvent. d'abord avec le fait d'échanger déjà parce qu'on a l'impression que c'est mal vu dans notre société de monter à l'échange et d'essayer de demander un prix. Vous demandez un prix à votre boulangère le matin parce que vous prenez 3 baguettes et qu'elle vous offre la 4e. Rarement en fait en réalité. Et pourtant c'est du commerce, c'est déjà des affaires, on est déjà dans l'échange. C'est exact. Et je pense qu'il faut déstigmatiser. Nous on a un vrai boulot déjà d'expliquer aux gens qu'il faut arrêter d'avoir peur en fait tout simplement et revenir à l'enfant, s'amuser. S'amuser, d'où les jeux. Oui, c'est ça tourne beaucoup autour de ça. Dans tous les trois, vous dites, mais finalement, à un moment donné, une fois qu'on a compris les règles, c'est comme aux échecs, on revient beaucoup autour du jeu. La négo, c'est un espace délimité dans lequel on va essayer de s'épanouir dans un face-à-face plus ou moins tendu. Est-ce que ça serait ça, la définition? Oui, il y a vraiment cette dimension de jeu. Et effectivement, je vous rejoins sur les peurs et les inhibitions qui viennent parfois dès l'enfance où on n'ose pas demander. On dit ça se fait pas, etc. Or, il faut cet esprit de ce qu'on me donne n'est pas un acquis. Je dois. Il y a une phrase en anglais qu'on utilise souvent en négociation, c'est "You don't get what you deserve, you get what you negotiate". Vous n'obtenez pas ce que vous méritez, mais ce que vous négociez. Il faut aller le chercher. Et donc, il faut sortir aussi de sa zone de confort, accepter de s'exposer à un refus, différer son désir éventuellement dans le temps sans y renoncer, repartir, etc. Donc, c'est une belle énergie, hein, mine de rien. Mais pourquoi les sous-valoriser? Enfin, excusez-moi, pourquoi il y a une forme, et je l'évoquais dans les écoles de commerce, je n'ai rien contre les écoles de commerce, mais c'est un peu le sous-métier, le commercial. On se dit, de toute façon, si tu n'as pas de boulot, tu seras commercial. Enfin, comme si c'était une sorte de sous-métier, alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'être dans cette relation
un peu presque animal, un peu sensible. Et c'est très bien payé en général. Ouais. Oui, puis si on a le meilleur produit mais qu'on n'a pas de commerciaux pour le vendre, On le vend pas, ce produit. c'est quand même la base. C'est-à-dire qu'il faut la base d'une entreprise, c'est de vendre ses produits. L'inverse marche Ses services. aussi, Jean-Pascal. Oui. On peut avoir, excusez-moi, des produits de Ouais, mais avoir des très bons commerciaux. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Ah oui, c'est carrément. Je pense qu'il y a aussi un problème avant même les grandes écoles dans l'éducation nationale Clairement. C'est clair. où on confond le fond et la forme. Enfin, on méprise la forme au profit du fond. Quand on pose la question, Ouais, la négo, c'est un peu sale en France. C'est quelque chose de pas très Eh ouais. propre. mais ça s'apprend tout petit. Vous avez au Canada des expériences qui ont été menées, qui s'appellent Ensemble vers le Pacifique. Ils ont formé 200 000 enfants à la négociation dès l'école primaire, parce que c'est une habileté sociale essentielle. Sur quel type d'exercice, sur quel type d'espace projet? Déjà pour gérer la contradiction, gérer les conflits, gérer les tensions. C'est sympa pour les parents, ça après. Eh ben oui, Ils ont 2-3 ficelles pour sortir, pour revenir. exactement. Et ça, ces enfants ensuite adultes, évidemment, sont porteurs de ce savoir. Si vous voulez une société plus inclusive, enfin, pour faire diminuer la violence ou qui s'ouvre à l'altérité, il faut savoir s'intéresser à l'autre, se confronter à l'autre, faire valoir ses intérêts, ses droits, exprimer ses émotions. Et donc, ça demande effectivement un soutien, une formation. On ne l'a pas évoqué parce que ce n'est pas tout à fait votre domaine, mais dans le cadre des divorces, vous avez vu que la médiation s'est mise en place, qui n'existait pas il y a encore quelques années. Il y a un médiateur qui vient essayer de créer un dialogue. Et là, c'est un espace de négociation qui est difficile aussi. Là. Vous avez des profils comme ça de gens qui poussent la porte en disant je suis en pleine négo avant d'aller voir le juge et j'aimerais pas me faire trop plumer. Mais on est dans un pays où c'est très compliqué parce que le légal il reprend très vite la main et on n'a pas une grande plage de travail. Moi en coaching négo, j'ai des gens qui me demandent mais je peux que les conseiller. Je peux même pas les assister parce qu'on revient très vite sur le légal, donc on n'a plus le droit de Vous n'avez toucher. pas la robe. Ouais. Et c'est malheureux parce qu'on pourrait très vite trouver des solutions avec un bon médiateur. Enfin, tu peux parler plus que moi de la médiation, je pense. Non, La mais médiation, c'est très à la mode en ce moment. Mais c'est Très en vogue. très ancien. Ouais, c'est Henri IV, en 1610, veut développer la médiation dans tout le royaume de France. 6 mois plus tard, il est assassiné et du coup, ça ne se développera qu'en Provence. On sort de guerre de religion, il faut recréer un dialogue. Bien sûr. Et évidemment, il faut que les gens se parlent. C'est la pratique la plus ancienne qui existe. Vous parliez de plus vieux métier du monde. On a observé des scènes de médiation chez les bonobos. C'est les singes les plus proches en termes d'ADN de l'homme. Donc c'est le moyen de régulation le plus serein. Et là, en ce moment, on espère une médiation entre Israël et la Palestine. J'allais vous le dire. Mais encore faut-il... Qui est le balbutiante. le plus difficile dans une médiation, ce n'est pas la médiation. Le plus difficile, c'est de faire accepter aux parties prenantes de s'asseoir autour d'une table. Ça c'est vrai. Et si Joe Biden ne soutient pas cette initiative, la médiation ne pourra pas avoir lieu. C'est lui qui a les clés. Donc, vous voyez, c'est toute une fois que les démarche. gens sont assis, on l'a vu pour plein de négociations, notamment sur la Serbie à l'époque où Milosevic était venu négocier en banlieue parisienne. Une fois qu'ils sont assis, on apprend à se connaître, on prend un verre, on se regarde plus pareil. C'est avant. On casse les a priori. Ouais. Juste avant de nous quitter, excusez-moi parce que vous avez des commerciaux face à vous, vous avez fait des conférences, vous expliquez. C'est quoi les 3 clés? On l'a vu, la préparation, préparer, arrêter de ne rien faire et de penser que c'est acquis. Mais ensuite, une fois qu'on est face à la personne, c'est quoi la façon de se tenir? C'est vrai que Jean-Édouard a parlé de la curiosité. Les commerciaux ont des difficultés à s'intéresser, à poser des questions, et c'est la différence avec les enfants. En fait, l'enfant, quand il pose des questions, il cherche à savoir, alors que le commercial pense tout savoir. Donc, il n'a pas cette curiosité-là de l'enfant, mais c'est vrai. Donc, la curiosité, je crois que c'est quelque chose d'important. Intéresse-toi à l'autre. Évidemment. Évidemment. On est d'accord. Voilà. Que l'autre ait le sentiment aussi qu'il est pris en compte dans sa globalité. Ça aide d'ailleurs dans des négociations de très haut niveau. Je pense Israël-Palestine, il faut que chacun s'appréhende. Avec beaucoup d'authenticité, parce que je pense que des fois dans les achats qui marchaient pas, c'est qu'on était avec un système qui n'était pas authentique, qui ne fonctionnait pas, on s'intéressait pas vraiment aux gens, on faisait semblant de s'intéresser aux gens, et ça a fait des situations qui aboutissaient à rien. Juste, il ne reste que 10 secondes, mais parfois la négociation c'est malveillant, les gens le voient mal en disant de toute façon on essaie à tout prix de me refourguer un truc, donc j'ai pas besoin, c'est pas que ça quand même. Heureusement que non. On est d'accord, non, mais parce que c'est quand même ce qui ressort, on se dit bon voilà, il m'a refourgué un truc, c'est un bon vendeur quoi. C'est intégrer l'autre dans son équation personnelle. Donc gagnant-gagnant. C'est faire des affaires. C'est faire des affaires gagnant-gagnant, on est d'accord. Et souvent ça s'agit de Aurélien. l'aspect manipulation de la négociation, Exact. mais elle peut être bienveillante, ça peut être de l'accompagnement plutôt que de la manipulation malveillante, et du coup ça devient de la négociation bienveillante. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir le sentiment de s'être fait avoir en sortant d'une négociation et de se dire en fait j'y reviendrai pas. Donc c'est forcément perdant puisque derrière on renégocie plus. pour ça que les meilleurs négos se font sur un temps long.
dans une dimension de partenariat et de relations durables. Partenariat. Merci Jean-Pascal Mollet. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Coach de vente, conseil, conférencier. Vous allez sur LinkedIn. Vous êtes très actif sur LinkedIn, très vivant, très curieux. Vous avez gardé votre âme d'enfant, Jean-Pascal. Jean-Édouard Grézy, merci. Anthropologue, Merci. je rappelle votre livre. C'est une mine historique, justement, sur des personnages. Vous en avez cité quelques-uns, Henri IV, Catherine de Médicis, Michel Rocard, sur la manière dont ils ont, avec pas mal d'anecdotes assez incroyables. C'est un travail assez impressionnant. Fondateur associé du cabinet Alter Nego. Aurélien Esposito et son Teddy, qu'on n'oubliera pas de sitôt, associé de Talent Management et fondateur de la négociation Académie. Ça, c'est important. Merci. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi, les quartiers et les entreprises. Vous voyez, c'est un vieux sujet. C'est jeune, les quartiers, plein de dynamisme, plein d'envie, plein de désir. Beaucoup créent leur boîte et ça marche plutôt pas mal. On va en parler avec une entreprise qui les accompagne, qui crée les entreprises avec eux, tout simplement. On en parle tout de suite. Pas de problème. Fenêtre sur l'emploi avec Tariq Boutous. J'ai bien dit ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Boutous. Alors, j'ai pas fait d'erreur, mais en tout cas, vous n'êtes pas une entreprise, mais une association. Vous les accompagnez. Exactement. Bondinov, Oui, association Bondinov, comme son nom l'indique, c'est Bondi. Bondi et innovation. Et innovation. D'abord, juste un mot de contexte. On parle beaucoup en ce moment des quartiers, des banlieues, du trafic de drogue, de toutes les images clichés qu'on peut avoir aussi, qui sont d'ailleurs pas forcément que des clichés. Il y a aussi une partie de cette jeunesse qui a des diplômes, qui bouge, qui veut créer sa boîte. Bien sûr. Racontez-moi ça. Et ça marche ? Bien, Ils ont envie de créer leur boîte. je suis là pour en témoigner, pour l'expliquer. Alors, très rapidement, donc, comme vous l'avez dit, donc, nous sommes Bondinov, donc une association, loi 1901, située à Bondy, au cœur des quartiers prioritaires de la ville, avec pour objet initial, donc, depuis le départ, donc, de favoriser l'innovation en lien avec l'Afrique, donc autour de plusieurs thématiques, donc, entre autres un incubateur que je dirige. Depuis le départ, on a à cœur justement d'apporter de la valeur ajoutée à notre écosystème immédiat, c'est-à-dire les quartiers prioritaires de la ville, de Bondy et de Seine-Saint-Denis de manière générale. Juste un mot, ils viennent vous voir, ces jeunes, ou vous allez à eux ? Comment se passe la rencontre ? En fait, nous avons été à leur contact via le projet Level Up, donc qui est un projet d'un bootcamp d'une semaine qu'on a proposé. 5 jours à la dure ? Exactement. 5 jours qu'on a proposé aux habitants de Seine-Saint-Denis, aux jeunes et aux moins jeunes. Donc 5 jours pour s'initier à l'entrepreneuriat, pour être accompagné dans sa future création d'entreprise. Bootcamp, on plonge dans la glace, on fait des sauts à l'élastique ? Disons de manière assez imagée, oui, c'est un petit peu ça. Et en fait, de manière très concrète, notre bootcamp, c'est vraiment 3 choses. C'est une formation qui est tout sauf académique, donc on est vraiment dans le concret, dans le participatif. On a fait travailler des personnes ensemble autour de cas concrets, et c'est un peu comme ça qu'on inculque de la meilleure manière les concepts. Deuxièmement, c'est de l'inspiration. On a fait des inspiration talks, on a fait venir des entrepreneurs qui ont... pour leur donner envie. Exactement, qui ont plus ou moins réussi et qui viennent un petit peu témoigner. Et surtout, Level Up, c'est du réseau. En fait, c'est simple, on a réuni tous les acteurs qui, de près ou de loin, accompagnent l'innovation et la création d'entreprises en Seine-Saint-Denis. Et donc, on a donné la possibilité à nos participants, qui étaient 35 pour cette première édition, justement d'être en contact avec ceux qui les aideront le jour où ils créeront leur entreprise. Mentorat, tutorat, enfin en tout cas l'idée d'un accompagnement, on peut les appeler, ils peuvent les appeler, ils peuvent avoir un contact. C'est ça. Alors dans l'idée, c'est ça. C'est lorsque vous êtes prêt vraiment à créer votre entreprise, eh bien vous pouvez nous contacter. Donc Level Up, une présentation, puis des idées qui émergent vers l'Afrique. Qu'est-ce qui sort là ? C'est quoi parce qu'on dit que dans ces quartiers, il y a une énergie incroyable. Il y a une envie de réussir, une envie de s'en sortir aussi. Ouais. C'est quoi les idées qui émergent là ? C'est quoi les désirs des jeunes là à Bondy ? Alors, petite particularité. Level Up, c'est pas forcément en lien avec l'Afrique. C'est vraiment notre programme en direction de Seine-Saint-Denis, même si nous sommes dans une dimension internationale. Qu'est-ce qui émerge ? C'est quoi les projets ? En fait, on a tout type de projets. Ça va d'un business business assez classique à des business qui sont vraiment très innovants. Quel domaine écologie, transformation Alors, c'est simple. En fait, à l'issue du bootcamp, sur 35 entrepreneurs, on a fait une sorte de finale. À l'issue de cette finale, donc, on a désigné 2 lauréats.
donc nos 2 lauréats, si je peux en parler très rapidement. Bien sûr, bien sûr. Tagezer, qui est un projet d'application mobile qui vise à promouvoir le commerce de proximité par le biais de cette application mobile. Donc, c'est-à-dire les petites épiceries, les commerces, tout le maillage des quartiers. C'est exactement ça. Vous allez, vous prenez une photo, et vous donnez un avis positif sur un commerce que vous voulez promouvoir, et vous avez en retour des offres promotionnelles. Et puis, il y a Blombini, donc c'est un projet qui vise à limiter le gaspillage en termes d'achat de jouets, vous savez, pour les parents. Donc, ils font du leasing de jouets déjà usagés. Donc, on est vraiment dans l'économie circulaire, etc. Ça, c'est vraiment pour illustrer. Ça, c'est les 2 lauréats, ça. Les 2 lauréats qui sont ressortis. De manière générale, on a une dimension économie sociale et solidaire qui est extrêmement forte. On a une dimension responsable qui est extrêmement forte, et des projets plus ou moins innovants selon leur... Tariq, c'est sous la forme d'un incubateur. Bondinov aussi, c'est l'idée que vous incubez aussi, vous les accompagnez financièrement? Alors c'est ça. Alors pour les 2 lauréats, il y a une incubation d'1 an qui est totalement gratuite, offerte et financée par notre partenaire, donc Meridiam, le fameux fonds d'investissement qui fait un petit peu l'actualité en ce moment, qui nous a soutenus pour cette première édition. Donc 1 an. Donc 1 an, plus 1 an de mentorat par les collaborateurs de Meridiam. Et enfin, une campagne de relations presse pour chacun de nos 2 projets lauréats. Ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs pour eux. Exactement. Ils reviendront, peut-être qu'ils viendront nous voir, non écoutez, sur le plateau, parce que c'est intéressant, c'est ces jeunes créateurs qui créent. L'idée, c'est que là, aujourd'hui, ils ont créé leur statut juridique pour être un peu concret. Ils ont créé leur SARL, leur société anonyme, leur SAS. Oui. Ils existent juridiquement. Alors, concernant les 2 lauréats, ils existent juridiquement et commencent même à faire un peu de business. Ils commencent à faire du business. Je pense aux 33 autres qui, malheureusement, entre guillemets, n'ont pas été plébiscités. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ça se passe? Est-ce que vous continuez à les suivre? Est-ce que certains abandonnent? Parce qu'effectivement, c'est compliqué de créer son entreprise, malgré tout. Alors, nous, on compte beaucoup sur l'aspect participatif du bootcamp. Donc, on leur a créé un groupe WhatsApp qui leur permet d'échanger entre eux. On leur a donné les outils de continuer d'échanger entre eux et d'avancer ensemble. Sur les 35, je sais qu'il y en a 10 qui ont passé le pas de créer leur société, donc ils sont en train de créer juridiquement leur entreprise. Pas encore tout à fait de business, mais on commence juridiquement à avoir une existence. Et on en a 15 autres, donc qui sont toujours en réflexion, qui avancent vers l'entrepreneuriat. Mais globalement, tous sont dans une démarche entrepreneuriale. Oui, donc ça bouge dans les quartiers. Cette jeunesse aussi qui a envie de réussir, envie d'inventer et envie de changer le monde aussi. Parce que c'est de ça, souvent, quand on crée une entreprise, on a envie de transformer quelque chose. C'est un plaisir de vous accueillir. Le message est passé parce que vous avez présenté ces 2 lauréats. Et ils sont les bienvenus, évidemment, sur la chaîne Bismart et dans Smart Job, s'ils veulent venir nous présenter leurs innovations, évidemment. Tariq Boutous, merci. Responsable d'incubation chez Bondinov, qui est une association, que je ne dise pas de bêtises, ce n'est pas une entreprise, avec les bootcamps, avec Level Up, avec aller pousser leurs portes si vous avez une envie de créer votre entreprise, vous êtes jeune, ils seront là pour vous prendre par la main et vous faire grandir. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Je remercie Fanny Griesmer, évidemment. Je remercie à la réalisation Alexandre. Et je remercie notre réalisateur. Et puis je remercie Pauline Gratel et Margot à l'accueil invité. C'est un vrai plaisir d'avoir fait cette émission. Je serai là demain. Portez-vous bien. Puis restez fidèles à nos programmes, évidemment. Bye bye.